L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Boker Tov, Daniel. Alors, de qui allez-vous nous parler ? De quoi allez-vous nous parler ce matin ? Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jan Karski. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Alors le nom ne va rien vous dire, mais son histoire, elle, va vous rappeler beaucoup de choses. Alors Jan Karski, il est né à la date d'aujourd'hui en 1914. Il est né donc en Pologne, à Lodz. Et Jan Karski, il va surtout... Ça vous dit quelque chose, Lodz ? C'est pas très loin d'Oran. Non, c'est pas loin d'Oran, je sais, mais il y a pas mal de Polonais parmi vos anciens amis ou vos amis. Écoutez, moi j'ai pas de problème, j'ai deux grands-parents qui sont en Pologne, j'ai aucun problème. Jan Karski, donc en fait ça va être un résistant, et c'est un résistant qui va faire une chose assez extraordinaire pour nous, pour le peuple juif, puisqu'il va être l'un des premiers à livrer un récit de témoins oculaires sur l'Holocauste aux dirigeants alliés pendant la guerre. Et donc il a une histoire assez impressionnante, et c'est d'ailleurs pour cette raison que Yad Vashem va lui donner le titre de juste des nations, juste de parmi les nations, bien qu'il n'ait pas sauvé de façon directe, qu'il ait caché quelqu'un. Voilà. Donc, il est né, comme je vous l'ai dit, à Lodz. En 1935, il va étudier des universités de géographie à l'université de Lvov. Et ce qu'il souhaite faire, en fait, c'est une carrière de fonctionnaire au ministère polonais des Affaires étrangères. Alors, sa carrière, elle va être très courte, puisque 4 ans plus tard, la guerre éclate. Et lui, très rapidement, va rejoindre la résistance polonaise. Et il a une particularité, c'est qu'il a une mémoire photographique. Donc, il voit quelque chose, il s'en souvient très bien, il se souvient des détails. Et c'est la raison pour laquelle il va recevoir comme rôle d'être un messager, donc de faire passer des messages entre les différents clandestins en Pologne et le gouvernement polonais qui est en exil. Alors, le gouvernement polonais en exil, il va d'abord être à Paris, puis au moment quand les Allemands vont entrer en France, il va se replier à Londres. Et donc, lui, il va faire ça va être un petit peu le pigeon voyageur, c'est lui qui va faire passer beaucoup de messages. Et en octobre 1942, alors en octobre 1942, on est véritablement peut-être un des moments où la machine destructrice de l'empire nazi marche le mieux contre les juifs. Et c'est à ce moment-là, en particulier dans la communauté juive polonaise, puisque ce sont les années où les juifs polonais la communauté va être la plus détruite. À ce moment-là, on lui dit à Karski qu'il doit se rendre clandestinement en Occident, donc il est où à ce moment-là ? Il est en Pologne, il fait son travail en Pologne. Il faut dire aussi qu'il a déjà été attrapé par la Gestapo, il a déjà été en prison, il sait très bien quels sont les risques qu'il encourt, il le sait tout à fait. Et à ce moment-là, on lui dit qu'il faudrait bien qu'il se rende à Londres, qu'il aille voir le gouvernement polonais en exil et qu'il leur raconte en fait ce qu'il se passe. Alors au départ, il est censé leur raconter seulement ce qu'il se passe pour les Polonais, et les résistants juifs qui sont aussi dans la résistance polonaise, quand ils entendent parler de ça, ils vont trouver Karski et ils lui disent: écoutez, notre peuple entier est en train d'être détruit. On a besoin que vous passiez le message aussi de ce qui se passe, des choses terribles qui se passent. Et Karski est touché par cet appel et il décide de devenir un témoin oculaire de ce qui est en train de se dérouler. On va le faire introduire clandestinement et dans le ghetto de Varsovie et dans un camp dans la région de Lublin. Il va voir avec ses yeux toutes les horreurs que font les Allemands. Ça va profondément le marquer, et il va décider non seulement de devenir un messager des résistants polonais, mais aussi de faire passer un message encore plus important à ses yeux, c'est parler de ces juifs qui sont en train de mourir. Et donc il arrive en novembre 42 à Londres. Alors pour arriver à Londres en novembre 42 Pologne, il faut passer de la Pologne par l'Allemagne, de l'Allemagne par la France, de la France il faut arriver jusqu'en Angleterre, c'est vraiment pas simple. Et donc il remet son rapport au gouvernement polonais en exil, et il va rencontrer de nombreux politiciens dont Winston Churchill, et il va rencontrer aussi le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Eden, et il va remettre son témoignage, et dans son témoignage surtout la chose qui est la plus importante, il parle de la situation complètement dramatique des Juifs, et puis il a l'impression que... Il parle de l'extermination. Il parle de l'extermination des Juifs, une extermination qui est complètement industrielle et qui est programmée et organisée. Enfin,
faut le dire que c'est-à-dire il y a des preuves, il y a des photos, il amène si je ne me trompe pas, il va amener des plans de ce qu'il a visité, mais surtout il va raconter ce qu'il a vu et l'horreur qu'il a vue de ses propres yeux. Et donc il va rédiger un rapport qu'il va transmettre. Et après avoir rencontré donc toutes ces personnalités à Londres, il va partir aux États-Unis où il va rencontrer le président Roosevelt, d'autres dignitaires ainsi que des membres de la communauté juive. Et à nouveau, il essaye de susciter l'opinion publique contre le massacre des Juifs. Donc les États-Unis sont déjà rentrés en guerre et c'est là en fait on se pose la grande question. Pourquoi les Américains n'ont pas détruit Pas seulement les Américains, tous les Alliés. Les Alliés savaient pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de détruire une usine alors qu'ils auraient pu détruire juste à côté les chambres à gaz. Ils savaient exactement ce dont il était. Et à la fin de la guerre, il va rester aux États-Unis. Il ne veut pas rentrer dans cette Pologne qui est devenue une Pologne communiste avec laquelle il ne se reconnaît pas du tout. Il va aux États-Unis faire un doctorat. Est-ce qu'il a dit après la guerre ou dans ses mémoires, je sais pas, est-ce qu'il a dit pourquoi il n'a pas trouvé une oreille attentive de la part des dirigeants américains et alliés? Je ne crois pas. Je crois pas qu'il ait dit quelque chose. Je crois pas qu'il était dans l'accusation, on va dire ça comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait? Il faut dire qu'après, il a fait un doctorat en relations internationales. Et c'est sûr que quand on apprend un peu les relations internationales, on sait que des fois, face à une certaine situation, on décide de faire autrement. Je sais qu'il a été très présent pour essayer justement de... faut rappeler qu'à cette époque, au moment de Yom Kippour de la même année, je sais plus si c'est Yom Kippour ou Tisha B'Av, on va voir les rabbins qui vont marcher à Washington et qui vont demander au gouvernement américain de faire quelque chose, et le gouvernement américain entre guillemets ne fera rien. Il faut toujours se rappeler que quand Eisenhower entre dans les camps, il envoie un message à Washington et il demande s'il peut publier les photos de ce qu'il est en train de découvrir. Ouais. Et Washington lui dit non. Ne lui permet pas de permettre à ces images d'être publiées, et Eisenhower va aller contre son gouvernement, il va faire rentrer des journalistes à l'intérieur des camps et des photos vont être prises. Il va revenir. Karski, donc il va vivre aux États-Unis jusqu'à la fin de la guerre. Il va s'engager donc à perpétuer la mémoire des victimes de la Shoah, avec lequel il s'identifie quelque part. Hein. Et aussi, il va parler, de ce silence du monde face à la destruction de ces 6 millions de Juifs. En 1981, il va déclarer dans une réception, et ainsi je suis devenu moi-même juif. Mais je suis un juif chrétien, je suis un catholique pratiquant. Ma foi me dit que le deuxième péché originel a été commis par l'humanité. Ce péché entra l'humanité jusqu'à la fin des temps, et je veux que ça soit ainsi. Et le 2 juin 1982, Yad Vashem va le reconnaître donc comme juste des nations. Il n'a pas, comme je vous l'ai dit, sauvé des juifs individuellement, mais la commission donc de Yad Vashem pour la désignation des justes a décidé qu'il avait véritablement risqué sa vie afin d'alerter le monde sur le meurtre des juifs, et qu'il avait couru un risque énorme. Donc c'est un cas qui est quand même assez extraordinaire. En 1994, il va aussi recevoir la citoyenneté d'honneur d'Israël, et il avait dit à cette occasion, il a prononcé un discours dans lequel il a dit: c'est le jour le plus important et dont je suis le plus fier de ma vie, recevoir cette citoyenneté d'honneur de l'État d'Israël. Je suis devenu une partie de la communauté juive, étant moi-même Jan Karski, un Polonais, un Américain, un catholique. Je suis devenu aujourd'hui un Israélien. Voilà, donc c'est de cette grande figure qui est née aujourd'hui en 1914. Et il est décédé en 2000 aux États-Unis, à Washington, là où il a vécu. Eh bien, c'était important de nous rappeler l'histoire de ce Polonais. Juste Polonais, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la Pologne et enfin des atrocités que les Polonais dont ils ont été complices pendant la guerre. C'est important de rappeler qu'il y a eu aussi des Polonais qui ont aider le peuple juif dans ces périodes de détresse. Merci beaucoup. Je vais juste terminer, excusez-moi Daniel, c'est grâce à son témoignage qu'on va trouver le pape à l'époque, et qu'on va lui demander, Pie VII, on va lui demander s'il peut... Pie XII, pardon. Si on demande à Pie XII s'il peut, dans son homélie au moment de la nouvelle année, parler de... tout le film Amen, je ne sais pas si vous vous souvenez, toute l'histoire du film Amen, c'est grâce au témoignage de Karski. Voilà. Merci beaucoup Eliana. Nous allons marquer une pause, et c'est tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.